Comme l'a dit Jean-Louis Pagès, pour rappel, nous avions été à plusieurs jalons témoignent de l'avancée de cette bataille culturelle. Nous avons, pour rappel, proposé un manifeste transpartisan pour le climat en octobre dernier, qui avait été signé par des élus de 5 groupes différents et qui engageait les élus de l'Assemblée à unir leurs votes, à unir leurs forces autour du seul impératif qui compte aujourd'hui, celui de l'urgence écologique. Et on peut se réjouir aujourd'hui du fait que cet appel il ait été entendu. Puisque Néoterra, qui est un document d'ampleur transversale, arrive moins d'un an après. Nous avons aussi nous avons aussi souhaité nous engager de manière concertée et commune dans Néoterra, et nous avons su travailler de concert avec les élus, notamment de la majorité, pour proposer un certain nombre de plaidoyers communs qui nous permettent aujourd'hui, Jean-Louis en témoignera tout à l'heure, d'avoir des belles victoires, y compris symboliques, très attendues par nos concitoyens, dans les annonces qui sont faites à l'occasion de Néoterra. Et donc, parmi les avancées concrètes, je pense que je peux donner la parole à Nicolas Thierry et Françoise Coutan pour témoigner de certaines avancées dans le cadre de leur délégation qui sont particulièrement valorisées et qui bénéficient d'une reconnaissance soutenue dans le cadre de Néoterra. Tu veux commencer, Françoise ? Bon. Ouais, comme tu veux. Non, une fille, un garçon, parce que je suis pas de la bavard. Très bien. Bon, pour rebondir sur les propos de Léonore, en effet, avec Françoise, nous sommes donc dans l'exécutif, et effectivement, on traduit effectivement cette bataille culturelle que l'on mène et que Léonore et Jean-Louis évoquaient dans les politiques publiques. Donc Françoise en parlera pour la transition énergétique et le climat. Moi, je suis en charge donc de la biodiversité et de l'environnement. Ça veut dire tous les autres sujets, dont les déchets, etc. Une des premières choses importantes et notables par exemple, que l'on peut mettre à notre crédit, c'est notamment Ecobiose. Ecobiose, piloté par Vincent Bretagnol, qui est quand même un sujet important, puisqu'il a en grande partie d'ailleurs irrigué la plénière d'aujourd'hui, Néoterra, puisque, et c'est vraiment une victoire importante à souligner, même politiquement, c'est-à-dire que on a réussi à mettre le sujet de la biodiversité sur le haut de la pile des priorités de l'agenda politique régional. C'est-à-dire on a réussi à faire sortir ce sujet qui était auparavant un sujet qui était considéré un peu comme un sujet de spécialiste, de naturaliste, et c'est devenu aujourd'hui un sujet politique. Quelque politique que ce soit que l'on aborde à la région, le sujet de la biodiversité aujourd'hui est pris en compte. Et ça, et Françoise en parlera tout à l'heure, mais c'est un peu l'équivalent de ce qu'a fait Hervé Le Treut sur le climat. Ensuite, il y a des choses évidemment extrêmement concrètes. Par exemple, si on veut être très précis, quand les 3 régions ont fusionné, on comptait 9 réserves naturelles. Depuis le début de l'existence de toutes les régions, à la fin du mandat, on en aura 15. Donc on aura une accélération en termes de création de réserves naturelles qui est totalement inédite. On peut parler effectivement des parcs naturels régionaux également, que l'on a beaucoup renforcé avec deux nouveaux qui ont été lancés, Montagne Basque, Gâtine-Poitevine, le Médoc, mais qui était lancé avant depuis 10 ans, donc on peut pas. Mais en tout cas, on a accompagné cette dynamique. On peut également un élément très important qui va être pour la biodiversité, qui va être aujourd'hui voté, on l'espère, c'est l'action des conservatoires d'espaces naturels, c'est le doublement d'ici la fin du mandat. C'est extrêmement ambitieux. On parle là de plusieurs dizaines de millions d'euros d'investissement. C'est le doublement des surfaces de propriété des conservatoires d'espaces naturels. C'est-à-dire, en 2 ans, on va essayer vraiment de doubler leur propriété. C'est extrêmement important de pouvoir soustraire un certain nombre d'espaces naturels remarquables à des exploitations de court terme. Je pourrais vous parler également de toute l'action qui a été mise en place, qui est inédite, et également en parlant du plan pollinisateur. On est la seule région à avoir un plan de protection des pollinisateurs. Vital Bode serait là, vous parlerez de comment on a changé également la politique littorale, où on est sorti, quand il n'y avait pas de menace directe sur les vies humaines, comment on a changé un peu la politique qui consistait auparavant à faire des digues, où maintenant on va beaucoup plus sur du souple pour la protection des écosystèmes littoraux. Voilà. Et évidemment, un dernier sujet, c'est l'économie circulaire, puisque c'est aussi un sujet extrêmement important. On va le voter aujourd'hui, c'est projeter la région d'ici 10 ans
dans une perspective zéro déchet. C'est-à-dire, et ça c'est vraiment fondamental parce que ça veut dire qu'il faut changer le modèle économique. Ça veut dire qu'on sort d'un modèle économique qui est linéaire, qui consiste à produire, consommer, jeter. Là, l'idée, c'est vraiment essayer de créer, avoir beaucoup plus de sobriété dans les modalités de dans les modes de production, et deux, comment on réutilise un déchet le plus longtemps possible en cascade pour que non plus soit plus un déchet mais une ressource. Et ça demande évidemment de mettre des éco-conditionnalités à toutes les aides économiques. Et effectivement que la plus grande région de France en taille aujourd'hui sur 3 ex-régions se donne comme objectif d'ici 2030 d'aller vers le zéro déchet. C'est quelque chose qu'il faut souligner et c'est quelque chose qu'on peut mettre aussi au crédit des écologistes. Je pourrais être très long, mais je m'arrête là, mais ça illustre, en tout cas au niveau de ma délégation, en 3 ans, quelques éléments importants qui vont dans le sens de ce qu'ont dit nos 2 coprésidents. À moi, donc. Bien, donc comme vient de le dire Nicolas, on a ce rapport Ecobios qui évidemment a permis de faire émerger l'importance de la biodiversité. Moi, je parlerai plus spécifiquement des questions de climat. Donc, ce rapport à Climatera, qui avait été initié dans l'ex-Aquitaine, mais qui a été élargi à la Nouvelle-Aquitaine lors de la fusion. Et j'ai suivi l'avancée de ce rapport pas à pas jusqu'à sa publication le 1er juin 2018. Vous étiez tous présents à La Rochelle. Et ce rapport, c'est un peu notre Bible, notre livre de chevet, parce qu'on a dans ce rapport un certain nombre d'éléments factuels qui nous obligent aujourd'hui à agir de manière beaucoup plus efficace, de manière beaucoup plus massive sur les questions à la fois de l'atténuation, parce que ce nouveau rapport intégrait la question de l'atténuation et la question de l'adaptation au dérèglement climatique. Alors comment fait-on sur un sujet aussi vaste et aussi transversal, puisque moi depuis le début du mandat, mon maître mot c'est transversalité, c'est approche systémique, c'est évidemment la question de la résilience des territoires, comment faire. Bon, je crois qu'on peut être assez fier de la création de ce Conseil permanent de la transition énergétique et du climat, dès 2016, qui a à la fois le rôle de travailler cette transversalité en interne de la région, mais avec son comité régional des acteurs, de co-construire les politiques de la région. Et il en résulte le volet climat et énergie du SRADET, il en résulte un certain nombre d'appels à projets que nous n'avons pas construits ici, tout seuls, élus et techniciens, mais bien avec l'ensemble des acteurs des territoires. Et j'en citerai un qui me semble assez important, enfin très important et au moins emblématique, c'est l'appel à projets participatifs et citoyens, qui justement a permis de faire émerger en 18 mois 30 collectifs citoyens à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine. Parce que, comme l'ont rappelé Léonore et Jean-Louis, et puis Nicolas également, on a aussi besoin de massifier la prise de conscience, mais de massifier aussi les actions à l'échelle de nos territoires, et c'est certainement pas à la région d'imposer aux territoires leur projet de transition énergétique. Donc on y a travaillé avec ce soutien à la mise en œuvre de ces collectifs citoyens qui, eux, à l'échelle de leur territoire, construisent des politiques, des projets d'efficacité énergétique. Comment est-ce qu'on travaille à la diminution des consommations d'énergie ou à la diminution des émissions de gaz à effet de serre, et en parallèle à l'émergence de projets d'énergie renouvelable. Donc ça a été un point extrêmement important, me semble-t-il, de ce mandat, et puis il y a d'autres, de ce début de mandat, il n'est pas totalement terminé, pour faire émerger vraiment à la fois la prise de conscience et à la fois la mise en œuvre de politiques efficientes sur les territoires, et la prise en compte de ces typologies territoires, notamment avec les TEPOS également, donc cette politique plus spécifiquement pilotée par Marie Scombre, donc où on a aujourd'hui 23 territoires à énergie positive dans la région, et nous allons augmenter encore ce pool de territoires, puisqu'il y a une vraie volonté d'avancer dans cette démarche-là. Donc on est là un peu pour mutualiser aussi et permettre l'émergence de projets. Et ce sur quoi on peut aussi être fier, c'est la structuration de filières. Parce que quand on parle d'énergie renouvelable, quand on parle d'isoler les bâtiments ou de travailler sur la motorisation ou sur tout autre sujet en lien avec la diminution des émissions de gaz à effet de serre, on est sur des filières
des filières qui sont à la fois sur la production d'énergie, à la fois sur la distribution de cette énergie, mais aussi sur la mise en place de matériel, de matériaux qui permettent tout cela à l'échelle de la région. Donc là, on est pleinement dans le volet important aussi pour l'écologie, qui est de relocaliser les consommations et les productions au plus près des citoyens néo-aquitains. Donc on peut parler des matériaux biosourcés, on a travaillé sur la structuration d'une filière paille, d'une filière chanvre. Là, nous travaillons sur la question de l'hydrogène, mais on travaille plus largement aussi sur le photovoltaïque, sur l'éolien, pour qu'on ait aussi à l'échelle de cette région une dynamique industrielle, une dynamique globale d'activité sur les territoires, parce que ça n'a pas encore été dit, mais c'est important. Les transitions énergétiques et écologiques sont créatrices d'emplois ici, locaux, non délocalisables, que ce soit dans le bâtiment, dans la mobilité ou plus largement dans les énergies renouvelables. Et puis ce que j'évoquerai moi plus spécifiquement cet après-midi dans la table ronde, c'est la question du mix énergétique qui est importante. Et ça aussi, on essaie de le travailler à l'échelle des territoires. Il ne s'agit pas de mettre de l'éolien partout ou du photovoltaïque partout, mais bien de créer une dynamique territoriale pour que ce mix énergétique puisse exister pour le bâtiment, pour la mobilité, qui sont les premiers secteurs consommateurs d'énergie dans notre région et émetteurs de gaz à effet de serre. Mais sur l'émission de gaz à effet de serre, la problématique, deuxième secteur émetteur de gaz à effet de serre dans notre région, l'agriculture. Donc avec une problématique très spécifique sur laquelle nous travaillons, et ça va permettre à mon petit camarade d'embrayer. Oui, tout à fait. Alors, je préciserai que effectivement, Climatera ou Ecobios sont des livres de chevet, mais avec cette particularité qu'ils doivent nous empêcher de nous endormir. C'est ça qui est important. Et justement, on ne change pas en fait de conception de la société, de la civilisation productiviste, comme on change de bagnole. C'est-à-dire qu'en fait, notre combat, c'est un combat pour les consciences. Un combat, il faut révolutionner les consciences, et de façon urgente. C'est en ça que Néoterra est utile. Et je vais vous dire une chose. On a insisté pour qu'il y ait des mesures symboliques, mais au sens le plus fort du symbole, là où les choses se rejoignent pour se construire. Et je vais prendre l'exemple de la sortie intégrale des pesticides. Ce n'est pas la sortie de moins 85% des pesticides, c'est la sortie totale des pesticides. Ça peut paraître effectivement peut-être anecdotique, quoique en Limousin, par exemple, nous avons récemment fait des mesures de glyphosate et on s'est rendu compte que personnellement j'ai 24 fois la dose autorisée dans l'eau, ce qui est quand même un peu angoissant dans une région qui a priori, Limousin, on pensait que c'était préservé. Mais cette sortie des pesticides, en fait, derrière, au-delà de l'empoisonnement qui est en train de se produire de toutes les populations, au-delà de la prise de conscience de l'inertie, je vous rappelle une chose, c'est que j'ai vu dans un excellent journal du Poitou-Charentes que les taux d'atrazine dans les rivières en Poitou-Charentes étaient même supérieurs à l'heure actuelle au glyphosate. Or, l'atrazine a été interdite en 2003. Ça veut dire que 20 ans après, on a les montées des relargages de produits toxiques, ce qui signifie que les mesures qu'on prend maintenant, elles ne vont pas avoir des conséquences tout de suite, mais on prend déjà des mesures pour dans 20 ans. Donc l'arrêt total des pesticides, c'est une mesure forte qui doit frapper les esprits. Elle doit faire comprendre à chacun qu'on ne peut plus produire comme on produisait avant. Derrière, se débarrasser des pesticides, ça veut dire qu'on va devoir changer de modèle agricole intensif. Ça veut dire qu'on doit changer le type d'élevage, puisqu'en fait, l'agriculture intensive, c'est le vecteur d'un type d'élevage où on enferme des bovins qu'on nourrit et avec du maïs, et on va acheter du soja qui va déforester l'Amazone pour compléter l'alimentation. Donc c'est tout un système économique global qu'on percute en interdisant et en faisant en sorte qu'il n'y ait plus de pesticides. Derrière aussi, c'est un nouveau rapport à l'espace. Ça veut dire qu'on va devoir organiser l'espace de façon différente, en rétablissant etc. Et derrière, en fait, c'est un nouveau rapport au vivant. Donc on voit qu'avec une mesure qui peut paraître, ponctuelle, en fait, c'est le concept systémique de l'écologie. En fait, on touche à la totalité de notre conception et de l'espace et du vivant. C'est pour ça qu'on a
je pense, une des plus grandes victoires des écologistes, c'est d'avoir convaincu Alain Rousset qu'il n'y avait pas de demi-mesure avec les pesticides. Mais derrière, il faut être conscient que cela va nous engager. Et ça va nous engager de façon irréversible vers un changement de nos comportements et l'abandon d'une société productiviste qui est que de prédation. Voilà. Et donc, ce type de mesure qu'il y a dans Néoterra, il est révolutionnaire, mais je crois que c'est Nietzsche qui disait que les révolutions arrivaient sur le pied des colombes, effectivement. Et après, une fois qu'on a annoncé ça, tout l'enjeu, ça va être effectivement de le mettre en place. Et je peux laisser la parole à Léonore, mais vous comprenez que si on regarde le fait déclencheur de Néoterra, qui a été le manifeste, où on a essayé de dire, par-delà les intérêts partisans, il y a l'intérêt de l'humanité et l'intérêt de toutes les générations qui vont venir, ça a déclenché Néoterra. On voit que Néoterra est capable de provoquer ce choc des consciences, et je pense que la difficulté qu'on a eue à obtenir la sortie totale des pesticides montre que le combat, il faut le mener. Mais vous imaginez bien que cette première pierre, cette première marche, on ne peut que la saluer. Donc, en l'état, bien sûr, nous allons voter pour. Ça ne veut pas dire que, nous sommes totalement satisfaits des ambitions, mais ça veut dire qu'on ne peut que encourager l'accélération de la prise de conscience. Et d'ailleurs, le fait que vous soyez nombreux pour notre conférence de presse prouve que là, on touche juste et on touche droit. Ouais, je laisse la parole à Léonore. Oui, donc Jean-Louis l'a dit, on va voter évidemment pour, parce que c'est une première marche qui est évidemment à soutenir, et de même que dans le manifeste, nous appelions vraiment l'ensemble des forces à s'unir au-delà des dissensions partisanes pour le climat, de même nous espérons que Néoterra sera aujourd'hui voté à l'unanimité. Mais l'important, c'est, certes aujourd'hui Néoterra affiche des ambitions extrêmement importantes, y compris symboliques comme la sortie totale des pesticides, comme l'a rappelé Jean-Louis, mais ce qui est important, c'est de passer des ambitions à l'action. Comment est-ce qu'on traduit concrètement Néoterra dans une réorientation des politiques régionales, et ça, c'est là-dessus que nous attendons fermement des résultats, et ceux de la rentrée, pas à échelle 2030, si on va avoir des résultats en 2030, c'est demain qu'il faut s'y mettre. Donc concrètement, ce que nous attendons, c'est un calendrier de réalisation précis. Nous avons des objectifs souvent à moyen ou long terme, mais comment est-ce qu'on jalonne les résultats à attendre pour pouvoir progressivement atteindre les objectifs ambitieux que nous nous sommes fixés. Et puis, vraiment, ce qui fait le nerf de la guerre, c'est le budget régional. Comment est-ce qu'on va nous donner les moyens de mettre en œuvre les ambitions que nous avons posées dans ce document-là. Donc, dès le budget 2020, nous attendons une réorientation claire, nous attendons des signaux clairs sur la manière dont on va financer les ambitions qui sont énoncées dans le document. Ce qui veut dire investir massivement parce qu'il y a des nouvelles propositions qui sont formulées, comment on va investir pour accompagner les territoires dans la construction de la résilience et à la fois poursuivre l'atténuation face aux dérèglements climatiques, mais aussi anticiper l'adaptation des territoires. Il faut investir, mais il faut aussi faire des choix, c'est-à-dire qu'il y a forcément des politiques sur lesquelles on va devoir tirer un trait, on va devoir renoncer pour pouvoir mettre la priorité sur les engagements qui sont fixés en faveur de la transition et de l'urgence écologique. Donc ça appelle un certain courage, ça veut dire que, y compris les politiques votées les plus récemment, comme le disait l'autre jour Nicolas, il faut y compris accepter de remettre en question ce que nous avons décidé le plus... y compris dans les derniers mots au niveau de la politique régionale. Et pour finir, ce que nous disons, nous réaffirmons ce que nous affirmons depuis le début du mandat, mais aujourd'hui, plus que jamais, l'ensemble des moyens de la politique régionale, et notamment des moyens financiers, doit être mis au service à la fois de la poursuite d'une recherche d'atténuation du changement climatique. On sait aujourd'hui qu'on n'arrivera sans doute pas à contenir le réchauffement climatique sous la barre des 1,5, des 2, voire même des 3 degrés. Pour autant, on ne doit pas s'arrêter, on ne doit pas... on doit poursuivre un objectif de réduction, de lutte contre le changement climatique, parce que ce ne sera pas du tout les mêmes conséquences que ce soit 2, 3 ou 4 degrés. Donc une politique ambitieuse d'atténuation du changement climatique et de l'érosion de la biodiversité doit être notre priorité absolue. Mais aussi, c'est une approche pragmatique, réaliste et responsable politiquement que de dire que nous devons préparer nos territoires au fait à s'adapter aux effets du changement climatique qui sont déjà là. Et donc c'est ça qui va faire vraiment qui va être le juge de notre capacité à transformer Néoterra d'une ambition en action.
c'est pas nous, écologistes, qui allons dire si c'est bien ou si c'est pas bien. C'est le contexte, c'est le climat, c'est la canicule, c'est la sécheresse, c'est la capacité de nos territoires à s'adapter à tous ces phénomènes qui témoignent de l'urgence climatique et de la biodiversité qui seront le juge de l'efficacité de notre action. C'est vrai, c'est au pied du mur qu'on voit la qualité du maçon, c'est au pied du budget qu'on voit la volonté du politique, je crois. Et donc là, Néoterra, c'est un désir, et on verra lors du budget si c'est une volonté. Étant donné que les ressources sont finies, même quand ça concerne un budget régional, ça veut dire qu'à un moment donné, on peut ajouter des paroles aux paroles, et qui peuvent être antinomiques, mais en revanche, lorsqu'il y a un choix budgétaire à faire, on choisit de façon sans équivoque pour une solution ou une autre. Et c'est là effectivement, que va se traduire la volonté de la région de faire de Néoterra un succès. Et nous serons là pour l'y encourager et l'y aider. Faites-nous confiance. Je vais vous poser la question parce que vendredi, quand Alain Rousset a présenté ça en visio, moi je me suis dit c'est un catalogue de bonnes intentions, mais je vois pas du tout. C'est pas précis, on ne sait pas quand, on ne sait pas comment, on dit voilà, on veut atteindre cet objectif, mais 0 déchet en 2030, bon d'accord, plus de pesticides, bon d'accord, mais comment on fait? Ça, c'est ce que vous allez faire maintenant? Oui. Parce qu'en fait, il n'y a pas de délibération concrète. Aujourd'hui, il y a Oui, deux délibérations qui vont engager. Je veux dire, la région ne peut pas décider. Mais ça, voilà, en même temps, il y a quand même pas mal de partenaires autour de ça. En fait, la méthode, en tout cas, qui a été proposée, c'est effectivement qu'aujourd'hui, on fixe l'horizon, on fixe les objectifs. Et effectivement, ce que disaient Léonore et Jean-Louis, c'est que cette étape, elle est évidemment extrêmement importante parce que ça permet qu'on tombe d'accord collectivement sur où on veut aller, même si effectivement on n'est pas d'accord sur tout, on aurait certains voulu aller plus loin, mais en tout cas qu'on tombe d'accord collectivement sur l'horizon. Et dès la rentrée, il va falloir évidemment que, et c'est là qu'on va rentrer dans le dur, que de manière sectorielle, dans toutes les politiques publiques, que celles-ci soient revisitées pour qu'elles soient compatibles avec l'horizon qu'on s'est fixé. Et ensuite, dès décembre, ou novembre-décembre, qu'il y ait une traduction budgétaire pour le budget de l'année prochaine. Donc il me semble que les étapes, c'est ça. On se fixe d'abord l'horizon, et une fois qu'on est d'accord sur l'horizon, on détermine le chemin pour y aller à travers les politiques publiques. Mais c'est très important aujourd'hui qu'on fixe cet horizon-là. Est-ce que la décision de voter pour Néoterra a été prise à l'unanimité, facilement? Il y a eu des débats, des discussions au sein du groupe? Je laisse nos coprésidents répondre, puisque c'est eux qui représentent le groupe. Il y a toujours des discussions, des débats au sein du groupe. Ça Et puis c'est une ça. tradition de démocratie et de consensus. Parce qu'effectivement, la meilleure façon de ne pas avoir de consensus, c'est que quelqu'un décide et que tout le monde se taise. Donc c'est pas du tout le cas chez nous, enfin à ma connaissance. Bien sûr, il y a eu un débat, puisque on trouve toujours qu'on est en deçà. Mais je vais vous dire une chose. Demain, nous serions à la présidence de la région, nous serions insatisfaits de la façon dont vont les choses, puisque effectivement, comme vous l'avez dit, les outils régionaux, c'est pas nous qui tenons le bidon des agriculteurs en ce qui concerne les pesticides, bien évidemment. Donc il y a un débat, et je pense que ce qui est important pour nous, ça a été de dire que globalement, cette prise de conscience, elle était faite par la séance plénière, et donc qu'est-ce qu'on pouvait faire sinon l'encourager, d'autant plus qu'on était à l'origine, on serait quand même été un peu fort de café. Oui, mais est-ce que vous avez fait un bilan en vous disant, peut-être à la fin, au moment du document bouclé terminé, il y a plus d'avantages que alors, même de satisfaction, vous parlez de satisfaction, c'est pas totalement satisfaisant, est-ce que vous avez pas plus d'avantages que d'inconvénients à vous dire qu'il faut y aller? Parce que vous auriez pu ne pas être satisfait sur suffisamment de points pour que ça vous bloque peut-être. Donc ça n'aille pas assez loin. Je prolonge la question d'Olivier par rapport à votre introduction et la dernière réflexion que vous venez de faire, c'est-à-dire que vous revendiquez la paternité de cette session de Néoterra ou ce serait très prétentieux. Vous savez... Enfin, vous dites quand même, vous avez dit, on en est à l'origine. C'est le manifeste... C'est une impulsion qui a été donnée, aujourd'hui, il trouve un appel, il trouve une réponse. C'est sûr que si Alain Rousset n'avait pas voulu le faire, effectivement, on l'aurait pas fait. Mais ce qui est important, on a joué notre rôle, je pense. De toute façon, vous savez, les écologistes, ils ne veulent pas avoir raison tout seuls, ils veulent convaincre. Notre bataille, elle est là. Elle n'est pas de devenir politiquement, d'avoir un leadership politique. C'est d'avoir un leadership intellectuel et des idées. Pour que, en fait, vous savez, on ne fera pas de l'écologie si jamais tout le monde ne s'y rallie pas. Donc,
l'idée, c'est pas d'imposer quelque chose à la majorité, on en fait partie. Notre objectif, c'est de convaincre et de co-construire. Et je pense qu'on a bien joué notre rôle et on peut en être satisfait. Si je peux me permettre, pour compléter, par rapport à ce document, je rappelle quand même qu'il y a eu le SRADET, avec des orientations. Que suite à ce SRADET, il y a Néoterra qui fixe des orientations plus proches que celles du SRADET, puisqu'on est sur 2030. Mais comme le rappelait Léonore, il est important d'avoir des jalons, un calendrier d'ici 2030 pour savoir comment on y arrive. Alors tout à l'heure, vous disiez, il y a juste des déclarations d'intention. Si vous relisez le document de manière complète, vous allez découvrir 86 fiches actions où on va vraiment entrer dans le dur. Et nous, notre rôle ici, et celui qu'on a envie de jouer, et notamment sur mon périmètre pour ce qui me concerne, c'est justement d'être dans l'opérationnel. C'est pas parce qu'on fait avancer ces sujets-là qu'on ne travaille plus sur nos délégations, nous, et je pense que Nicolas, comme moi, comme tous les élus écologistes et au-delà qui ont des délégations, on continue à travailler dans cette optique-là. Et je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais par exemple sur l'efficacité énergétique, qui est quand même un point important au cœur de la transition énergétique, on est en train de construire le programme régional de l'efficacité énergétique avec des dispositifs très concrets pour les néo-aquitains. Quand on travaille sur le schéma de raccordement des énergies renouvelables, on est sur du très concret pour les néo-aquitains, avec un calendrier à l'horizon 2030. Et là, un vrai calendrier de raccordement. Donc, on est quand même dans l'opérationnel, même si ce document pourrait être pris comme une déclaration d'intention. Il y a aussi du factuel, je dirais, et du concret, mais à amplifier. Ouais, on est sur une trajectoire. Voilà. L'idée, c'est d'être sur une trajectoire. C'est un premier pas. Première marche. C'est une première marche, mais je me permets de dire quand même que malgré tout, ne serait-ce que, comme l'a souligné Jean-Louis, ne serait-ce que le fait de se mettre d'accord sur dans quelle direction nous devions aller, c'était pas gagné. Et vous allez voir dans les interventions des autres groupes qu'aujourd'hui tout le monde parle d'écologie. Par contre, je ne suis pas certaine que tout le monde va dire que c'est une première marche aussi évidente que ça, etc. On va nous opposer à un pragmatisme de l'action qui n'est pas possible, qu'on peut pas... on va trop loin, on veut aller trop vite, trop loin, etc. Donc ne serait-ce que se fixer des objectifs communs, ces objectifs qui peuvent certes manquer ces objectifs aujourd'hui peuvent sembler encore des grandes ambitions affichées. Pour autant, ne serait-ce que le fait d'aboutir à ces objectifs-là n'a pas été gagné. Et on va entendre, je pense, aujourd'hui dans l'hémicycle que tout le monde parle d'écologie, mais que nous n'avons pas tous la même vision de ce que doivent être les trajectoires écologistes. Et même le Rassemblement national parle d'écologie dans ses prises de parole aujourd'hui. Et c'est important de montrer que certes, nous voulons que l'écologie elle soit centrale, pour autant, il y a plusieurs manières de faire de l'écologie. Et la première marche qui est posée dans Néoterra est une base saine. Tous les groupes ne sont pas tous habités par le même sentiment d'urgence. Exactement. Quand vous évoquez le courage qu'il faudra pour prononcer à certaines politiques, par exemple, à quoi pensez-vous? À quelle politique particulière pensez-vous? Quelle décision? Des exemples, par exemple, je pense tout de suite à un projet, agriculture. Je rappelle donc, abandon des pesticides, ça veut dire type d'agriculture qui change, qui d'ailleurs, soit en passant en Nouvelle-Aquitaine, est le deuxième facteur d'émissions de gaz à effet de serre, comme le méthane. Ça, on en parle, on l'oublie souvent, mais en fait, l'agriculture intensive est, derrière les transports, le deuxième facteur d'aggravation du dérèglement climatique. Donc, cette affaire de pesticides, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, si on prend là une logique, on dit on change d'agriculture, ça veut dire qu'on refuse progressivement d'aider et de subventionner un type d'agriculture qui ne va pas dans le sens de la transition écologique et qui va dans le sens du règlement. Donc ça veut dire que c'est du courage. Et moi je pense par exemple à l'encouragement aux réserves d'eau. Les réserves d'eau qui ne servent uniquement à encourager et à sauver un type d'agriculture intensive qui de toute façon est climaticide, deuxièmement, et à terme condamné à disparaître, ça c'est un courage politique. C'est un courage parce qu'on rencontre en face de nous des acteurs économiques qui, pour des raisons qui leur sont propres, ils sont opposés parce que le plus difficile, ce n'est pas, c'est comme un symptôme, c'est pas drôle. On veut bien, non, c'est un symptôme, mais on ne veut pas en payer le prix. C'est-à-dire on voudrait bien lutter contre le dérèglement climatique et avoir de l'eau l'été alors qu'il n'en tombe plus, mais on ne veut pas changer de modèle, ce modèle qui fait que justement il y a un dérèglement. Et ça, il faut qu'on le casse. Et là, il faut une volonté politique parce que c'est pas simple.
Dans le rapport, il n'est pas question, ou alors ça m'a échappé, du GPSO, de la LGV. Ça, pour vous, ça aurait été un casus belli. Dans ces conditions, vous n'auriez pas voté Néo-Terra? C'est vous qui... Comment dire? Je sais pas si le problème il se pose ainsi. Nous, on pense que la GPSO, c'est, comment dire, les écologistes sont pour la grande vitesse. Mais ils ne sont pas pour la LGV parce que justement, c'est un outil de déménagement du territoire et non pas d'aménagement. Je parlais tout à l'heure justement on parlait de la réhabilitation, on parlera des sols. De nouveau, penser le territoire comme étant un sol, un vrai sol physique, ça veut dire que c'est plus un sol abstrait où on se déplace d'une métropole à une autre. C'est penser que la LGV, comme l'hyperloop, n'a absolument pas sa place. Voilà. Donc pour nous, c'est une erreur stratégique. Et à ma connaissance, effectivement, je ne suis pas sûr que dans Néo-Terra, ça apparaisse, mais je dirais que c'est un choix de deuxième niveau. Donc pour le moment, la chose ne s'est pas posée. Mais notre position ne change pas là-dessus. Néo-Terra affirme par exemple le soutien fort au fret. C'est une politique que nous soutenons et dans laquelle on doit mettre prioritairement les moyens de la région en termes de politique ferroviaire. Voilà. Ce qui implique de mettre... C'est exactement un choix en fait. Où est-ce qu'on met les moyens? Pour les ferroviaires, la politique de fret doit être une priorité et à travers un maillage du territoire et non pas des grands projets. Il faut sortir de la logique de grands projets. Globalement, c'est pas une bonne réponse à la construction de la résilience des territoires. Les grands projets ne répondent pas aux besoins de résilience à l'échelle des territoires. Il faut penser différemment, partir du besoin des habitants. Et est-ce que les grands projets y répondent moins que d'autres projets d'aménagement fin des vous territoires? répondrez tout de suite que si on veut pouvoir faire circuler des trains de fret, il faut libérer des sillons sur la voie actuelle. Donc, nous avons tout un argumentaire technique de très longue date. Pour supprimer le mur de camion entre Bordeaux et Hendaye, nous pouvons prouver qu'on n'a absolument pas besoin d'une ligne. Les lignes actuelles ne sont pas saturées. La LGV Paris-Bordeaux n'a pas permis de développer le fret par ailleurs. Enfin, on a à votre disposition un argumentaire technique qu'il faut. Si vous souhaitez en discuter, avoir un débat de fond, il n'y a pas de problème. Très franchement, notre compétence première en ce qui concerne les transports, c'est quand même le transport de voyageurs en Nouvelle-Aquitaine. Qu'est-ce qui répond aux besoins du quotidien en termes de transport et de mobilité des néo-aquitains, si ce n'est le TER ou des lignes qui irriguent de manière beaucoup plus équilibrée le territoire néo-aquitain? Je pense que chacun a la réponse à cela. Donc mettre le paquet là-dessus nous semble quand même essentiel. Oui, mais c'est le cas. Dans Néo-Terra, il est beaucoup question. Et justement, c'est pour ça qu'on réoriente un peu les choses. Est-ce que sur un plan politique, votre décision de voter pour, c'est aussi, j'allais dire, une façon de réapaiser un peu les relations entre vous et le groupe majoritaire qui, après l'abstention du SRADET, a eu des tensions, après votre réunion du groupe, où justement vous aviez mis la pression sur cette session, je me souviens, vous aviez dit que c'était là que vous attendiez le président en poussée, donc c'est aussi un moyen de dire, ok, on calme les choses ou pas plus que ça? Elles sont apaisées, je dirais, les choses s'apaisent elles-mêmes. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conflit dans la majorité. Non. Il y a en fait... ce qui est intéressant, parce que Néo-Terra, on a travaillé avec le groupe majoritaire, et cette affaire d'abandon des pesticides, c'est un travail commun de conviction avec les élus du groupe majoritaire. Donc en fait, il n'y a pas de combat, il y a un combat d'idées, ce qui est normal, parce que je pense que c'est une assemblée délibérante, on est là pour parler et pour se convaincre. Donc on n'a pas eu c'est le fond qui a guidé notre décision de pacifier, puisqu'il n'y avait pas de guerre. En tout cas, à Poitiers, au mois de février, vous aviez dit si on n'est pas satisfait des mesures qui seront prises dans le cadre de Néo-Terra, on quittera la majorité. Bon, vous l'avez dit, vous êtes globalement satisfait. Satisfait des ambitions affichées. Et vraiment, là où nous attendons maintenant les résultats, c'est au niveau des moyens qu'on va se donner pour mettre en œuvre ces ambitions. L'exigence va être là. Bien sûr. On ne peut pas faire Acclimatera et Ecobiose. On ne peut pas proposer Néo-Terra et ne pas mettre en face les moyens qui permettent d'atteindre les ambitions affichées. Enfin, oui, Néo-Terra ne sera pas Néo-Blabla. Vous pouvez nous faire confiance. Il avait dit que vous alliez l'exister. Il a trouvé, c'est la punchline. Et c'est presque...
Et ce que l'on fait aujourd'hui, c'est presque Néo-Terra, c'est presque le plus facile. Puisque la suite, revisiter toutes les politiques publiques, avoir des traductions budgétaires, être en capacité d'arrêter un certain nombre de politiques pour réorienter l'argent public, c'est là qu'on va rentrer dans le dur. Aujourd'hui, on fait presque le plus facile. Pas presque, on fait le plus facile. Oui, on fait plus. On a cranté les choses. À nous de savoir. On avance Développer. Voilà, on avance. petit à petit. On marche en marche. Est-ce qu'il y a d'autres... Merci. Merci à vous. Merci On va la suite des débats dans l'hémicycle.